Euh, du coup, je me présente Alexandre Delegue, je travaille à la Maïf, je fais essentiellement du Java, j'ai fait pas mal de Scala. Et donc du coup, un de mes hobbies de ces derniers temps, c'est de porter des patterns cool de Scala en Java, parce que ça devient de plus en plus possible. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et donc le constat, généralement, c'est on commence une application, bah, tout va bien, on fait nos tests, tout se passe bien, on a tout en tête et tout, mais quand on l'a fait évoluer au fur et à mesure, bah, en fait, on peut générer pas mal de bugs. Du coup, je vais vous proposer une approche qui permet de rendre le truc plus robuste et d'avoir un peu de pouvoir la faire évoluer sans tout péter. Donc, on va partir d'une application qui permet de suivre des colis. Donc, en gros, quand on va vouloir envoyer un colis, bah, au début, le colis il est nouveau, on le donne à la société de livraison de colis. Ensuite, il passe en un prix en charge, donc en gros, on va lui générer une référence, ça permettra de le suivre par la suite. Ensuite, il va être en cours d'acheminement, donc on va avoir des coordonnées GPS qui permettent de suivre le colis, et à la fin, il est reçu et on aura une date de réception. Donc la première approche un petit peu naïve, c'est de faire comme ça. On a un Peugeot avec des booléens pour être capable d'avoir les états. Bah ça, on se dit que c'est assez fragile parce que bah, on peut se mélanger les pinceaux dans les booléens, avoir des états un peu foireux, quoi. Donc le truc un peu mieux, c'est de passer par un enum. Déjà, là, on est bien. On a notre type de colis qui peut être nouveau, pris en charge, etc. Et déjà, c'est un peu mieux, quoi. Par contre, on peut encore avoir des choses assez incohérentes. Par exemple, on pourrait avoir une date de réception qui est renseignée alors que c'est un nouveau colis. Là, il n'y a rien qui permet de nous empêcher de faire ça. Et même en rajoutant des annotations de validation, bah, ce genre de choses-là, c'est un peu compliqué à faire. Donc souvent, il faut faire en deux étapes. D'abord des annotations pour valider le format, et puis après d'autres règles de validation derrière. Voilà. Euh, un autre truc qui peut être un peu gênant dans cette approche, c'est que souvent ce qu'on fait, donc là c'est du code dans Spring, on met une petite annotation add valid là dans notre contrôleur. Comme ça, ben, en fait, quand quelqu'un poste le body, c'est parsé dans le Pojo. Si c'est pas valide, ben, le framework se charge de renvoyer directement une 400 et de dire, ben voilà, ça le fait pas. Et puis sinon, ben en fait, on peut avoir notre instance et la passer dans notre service et ça fait le truc. Mais là demain, si dans ce code-là, je rajoute un nouveau point d'entrée, par exemple, je sais pas, je vais aller lire des colis dans une file Kafka pour les traiter, et ben si j'ai pas eu l'exigence de rajouter, enfin de valider les POJO dans ce point d'entrée là aussi, ben, potentiellement je peux me retrouver avec des POJO non valides que je vais manipuler, puis il y a rien qui va m'empêcher de le faire. Donc c'est assez fragile. Donc, avant de voir comment on peut faire autrement, un petit peu de théorie, je vais vous parler de ce qu'on appelle les types algébriques de données. Donc c'est des choses, c'est des concepts que vous connaissez peut-être, mais là du coup ça leur donne un nom un peu barbare, c'est pour me la péter quoi. Dans les types algébriques de données, on a deux trucs, on a les types produits et les types somme. Les types somme, c'est un union, donc en fait en Java, ce qu'on connaît c'est les enums. Donc c'est le type somme là, c'est pour la marque, c'est soit Peugeot, soit Renault, soit Citroën, donc c'est un ou. Et la cardinalité de ce truc-là, c'est la somme des cardinalités. Donc là, en gros, comme chacun, la cardinalité, c'est 1, ben, ça fera 3. Donc c'est pour ça que c'est la somme des cardinalités. Type produit, ben, vous connaissez ça sous la forme d'un Peugeot. Donc là, avec, comment ça s'appelle, avec Longbox, on met une petite annotation, ça fait plein de trucs tout cool. Avec les nouvelles versions de Java, on peut faire ça avec des records. Donc en fait, un produit, en gros, c'est une collection d'attributs, quoi. Donc en fait, là, c'est une marque et un modèle et un prix. Et si on veut calculer la cardinalité de ce machin-là, bah, c'est le produit des cardinalités. Donc là, cardinalité de marque multipliée par la cardinalité du modèle multipliée par la cardinalité du prix. Donc là, jusque-là, c'est des choses que vous connaissez. Et depuis les nouvelles versions de Java, donc je crois que c'est dans Java 17 que c'est arrivé, il y a ce qu'on appelle les sealed interfaces. Et donc en fait, ça permet de faire un mix entre des enums et des POJO. Donc en gros, de faire comme des enums de POJO. Donc en fait, là, le petit mot-clé sealed sur interface, ça dit que c'est une interface scellée. Et donc cette interface, ça peut avoir une liste finie de classes qui vont l'implémenter. Donc ici, notre véhicule, c'est soit une voiture, soit un scooter, soit un bus. Et voiture, c'est un Peugeot, scooter, c'est un Peugeot, et bus, c'est un Peugeot. Et donc là aussi, on peut calculer la cardinalité de la même façon que je l'ai dit tout à l'heure sur les limes. La cardinalité d'un véhicule, c'est la somme des cardinalités de voiture, scooter et bus. Donc là, je m'arrête ici pour la théorie. On va revenir à notre cas pratique.
Et donc le cas pratique, c'est nos colis. Et donc avant d'aller plus loin, on va se poser la question sur chacun des attributs du colis et comment rendre le truc plus robuste. Le premier truc, c'est qu'on va essayer, pour rendre le modèle plus robuste, d'avoir des types plus précis. Ici, notre type email, en fait, il est représenté sous la forme d'un string, et on met une annotation dessus. Mais du coup, la notation, en fait, ça ne garantit pas qu'on ne puisse pas créer un email avec un format pourri. En fait, ça va le garantir qu'une fois qu'on aura appliqué la validation dessus. Donc pour faire mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est créer des types spécifiques. Donc ici, là, ce que je vous ai mis, en fait, l'email, c'est un type email. Et comme ça, donc déjà, ça a plusieurs avantages. Déjà, quand on va utiliser le constructeur du colis, on va être sûr qu'on va pas pouvoir se mélanger les pinceaux entre plusieurs strings qui seraient dans le constructeur et d'inverser des trucs entre eux. En plus, d'un point de vue documentation, en fait, en lisant le code, on voit tout de suite ce que c'est. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dans notre type email, on va pouvoir rajouter des contrôles dans le constructeur. Donc là, en fait, avec un record, ça va être fait comme ça. Record email avec la valeur. Et dans le constructeur, on va pouvoir lever une exception si l'email le format de l'email n'est pas valide. Et on sait que quand on aura une instance d'email, il sera forcément valide et du coup, c'est vachement plus rassurant que de le valider a posteriori. Deuxième truc qu'on peut faire pour rendre le code plus robuste, c'est rendre les états incohérents impossibles. Et donc là, on va revenir sur nos types algébriques de données. Et donc plutôt que d'avoir un seul POJO qui représente tous les états en une seule fois, en fait, on va représenter les états chacun par une classe différente. Donc en l'occurrence ici, donc on a notre colis. Nouveau colis, il implémente colis. Colis existant, c'est un colis qui a une référence, et donc tous les autres, ils vont implémenter colis existant. Et donc en fait, voilà, chacun a juste les attributs dont il a besoin. Et ce qu'on va pouvoir faire après, c'est que sur une instance donnée, faire de la validation pour valider la cohérence des attributs les uns avec les autres. Donc là, typiquement, on peut déjà s'assurer que quand on a un colis reçu, la date de réception, la date d'envoi, tout ça, c'est non nul. Et en plus, on peut valider que la date de réception, elle est bien après la date d'envoi. Et donc avec ça, on est sûr que quand on a une instance, ça sera bonne, et que les champs seront cohérents, etc. L'autre truc qui est cool, c'est que du coup, quand on utilise le mot-clé sealed, en fait, le compilateur va pouvoir nous donner quelques garanties, notamment si on fait un switch sur notre colis. Si on a oublié un cas, en fait, le compilateur va râler et du coup, notre code va pas compiler. Donc là, en fait, ce que je montre en haut, c'est que j'ai oublié le cas colis reçu, et j'ai une erreur de compilation. Donc ça, ce qui est bien, c'est que si demain je fais évoluer mon code et je rajoute un nouvel état, par exemple un colis qui sera en litige ou un truc comme ça, partout où je n'ai pas tenu en compte, je n'ai pas pris en compte ce cas, en fait ça va pas compiler et donc du coup ça va me rajouter plein de garanties à la compilation dans mon code. Et donc ça c'est complémentaire des tests unitaires qui vont pouvoir valider d'autres choses. Donc après on peut faire des pattern matching plus compliqués. Je vais zapper ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc maintenant, pourquoi ça s'appelle parse don't validate? C'est que du coup, c'est bien d'avoir des instances qui sont fortement typées, où on est sûr que en fait, quand elles sont créées, elles sont valides et tout. Mais encore faut-il les créer. Et dans le monde réel, quand on utilise par exemple HTTP et qu'on envoie un JSON dans un post, en fait, les données elles sont sous forme de texte. Donc en gros, il faut passer du texte à notre monde typé. Et pour faire ça, du coup, il faut parser les données. Donc du coup, notre application va ressembler grosso modo à ça. Il va y avoir une zone au milieu de notre appli qui est notre zone de notre domaine, quoi. Où en fait, là, ça va être assez safe parce qu'en fait, on va avoir quelque chose de typé avec nos instances, plein de validations et tout. Et à côté, il va y avoir un monde qui est très dangereux. C'est les données qui sont en entrée et les données qui sont en sortie. Donc ici, il va falloir faire un gros travail de parsing et rejeter les données si jamais ça se passe mal. Et vers la base de données, il faut être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre notre monde typé et le transformer en quelque chose qui est représentable pour la base de données. Et aussi m'assurer que quand je relis mes données de la base, je sois toujours capable de les relire, parce que si je fais évoluer mon modèle et que je rends le truc très typé et que je suis plus capable de relire les données en base parce que du coup elles sont plus valides, c'est aussi un problème. Donc voilà, il y a un gros point d'attention à faire à ces deux niveaux-là. Donc là, ça va falloir blinder des tests, faire le maximum. Et après, au milieu, on est à peu près tranquille.
Du coup, pour faire le parsing, moi comme ça, j'ai en tête, j'ai deux approches, l'approche par DTO et l'approche par parsing JSON. Donc l'approche DTO, c'est de dire toutes mes requêtes HTTP que j'ai en entrée, je vais les représenter par un DTO avec des types string, int, voilà, des types primitifs quoi. Et je vais avoir un bout de mon code qui va prendre ces DTO et qui va se charger de les transformer en mes objets fortement typés qui vont bien. Et là, du coup, il va y avoir une couche de gestion des erreurs pour être capable de garantir que tout se passe bien. Ou l'autre technique, c'est de lire directement le JSON et de le transformer dans mes objets ultra typés. Et quand je vais lire mon JSON, en gros, je vais me charger de faire les bonnes conversions. Donc du coup, là, nous, sur les projets, en fait, on a créé une lib JSON qui permet de faire ça, qui s'appuie sur Jackson. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir des readers et des writers. Donc c'est inspiré d'un truc qu'il y a dans PlayJSON en Scala, en fait. Donc il y a des readers, des writers. Et donc en gros, quand on écrit un serializer ou des serializers JSON, ça c'est pour lire le JSON, ça c'est pour l'écrire. Et du coup, quand on lit, en fait, pour chacun des attributs, on va les dire dans quel format on va le lire. Et en fait, on va le mettre dans un builder. Ça va stacker toutes les lectures comme ça, et à la fin, on va pouvoir créer une instance. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que ça va prendre la liste de tous les problèmes qu'il y a sur les JSON, et à la fin, ça va retourner un objet avec tous les problèmes d'un coup. Et comme ça, du point de vue du client, il peut savoir, il peut avoir un rapport exact de tel attribut, il y a tel problème, tel attribut, il y a tel problème, et ainsi de suite. Quand on a un type sum, du coup, il faut s'appuyer sur un des attributs du JSON pour savoir lequel serializer on va utiliser. Donc là, par exemple, on a notre type. Si notre type c'est nouveau colis, je vais utiliser le serializer nouveau colis, et ainsi de suite. Et puis pareil à l'écriture, on fait un switch. Si c'est un nouveau colis, je l'écris de cette façon. Si c'est un colis pris en charge, je l'écris de cette façon, et ainsi de suite. Ok. Et donc à la fin, notre code dans notre contrôleur, ça ressemble à ça. En fait, on va essayer de lire le JSON. S'il n'est pas au bon format, on va retourner une bad request avec la liste de toutes les erreurs. S'il est au bon format, du coup, on va avoir notre instance ultra typée de colis qui va bien, et on va pouvoir donner ça ensuite à notre service, et voilà. Ok. Du coup, pour aller plus loin et rendre le code encore plus robuste, il y a d'autres pratiques dans la prog fonctionnelle, d'avoir des fonctions pures, de faire de l'immutabilité, des fonctions totales et de la transparence référentielle. Donc ça, c'est des pointeurs. Si c'est le genre de choses qui vous intéressent, vous pouvez aller creuser ces sujets-là. J'avais mis des slides pour les expliquer, mais ça va être un peu rack. Et donc, du coup, voilà, j'arrive à la fin. Tout le code de l'application, en fait, elle existe entièrement. En fait, elle est sur mon GitHub. Donc en gros, il y a tout le code, c'est un appli Spring avec tout ce que je viens de montrer, mais qui fonctionne avec une base de données, tout ça, donc vous pouvez aller jeter un œil. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Et oui, et du coup, tout ce que je viens de dire là, c'est écrit dans le README, en fait, en français, tout ça, c'est tout expliqué, donc si ça vous intéresse, vu que c'était un peu rapide, vous pouvez aller regarder ça à tête reposée. Voilà, du coup, il reste 1 minute 40 si vous avez des questions. Non, c'est bon. Je vais vous laisser aller manger alors. Merci.